Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Épisode numéro 41 de la saison 2. J'espère que vous allez bien les copains et que tout se passe bien pour vous dans ce monde complètement fou. Alors pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, vous l'avez remarqué ces derniers temps dans les derniers épisodes de Mes Bricolos, j'ai l'habitude en introduction de me plaindre un petit peu de la production créative, en tout cas de constater une diminution de la production créative. D'ailleurs je le dis souvent, j'ai pas trouvé grand chose mais là j'ai vu ça, bon on va parler de ça parce que j'ai trouvé ça intéressant. Mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que ça fait maintenant plusieurs années, ça fait peut-être 5 ans, 6 ans, que chaque matin quand j'arrive, chaque lundi matin quand j'arrive dans mon studio de design, je consulte une trentaine de sites internet qui présentent les actualités du design. Voilà. Et je trouve ça intéressant parce que ça permet de voir un petit peu les thèmes qui sont abordés par les designers, par les marques, les stratégies qui sont déployées. Et puis, voilà, ça permet de voir un petit peu les tendances de la création et c'est toujours ça qui est très intéressant. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire ces épisodes de Mes Bricolos parce que je me suis dit, autant le partager avec vous, on commente ensemble, on en discute dans les commentaires. Enfin, c'est vraiment de l'idée, voilà, cette idée d'interaction qui me plaisait et de partager ça avec vous. Et puis j'ai remarqué ces derniers temps donc une vraie diminution. Et je pense parce qu'il y a en fait finalement un contexte international très particulier. Il y a des conflits internationaux qui sont quand même majeurs. Il y a eu les élections en France. On sort d'une pandémie assez incroyable. Enfin, il y a eu pas mal de choses ces derniers temps qui ont, à mon avis, provoqué cette contraction, c'est-à-dire ce phénomène de diminution dans la production créative, tout simplement parce que peut-être, certainement, les investisseurs ont moins tendance, dans ce genre de contexte un petit peu incertain, d'investir dans l'innovation et la création. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc les marques vont plutôt capitaliser sur les acquis, enfin, on sent quand même quelque chose qui pousse pas à l'innovation. On attend, on observe, on voit ce qui se passe. Ce qui n'est pas vraiment à l'avantage des créateurs, en tout cas des designers. Et on a abordé ce sujet dans pas mal d'épisodes de Mes Bricolos, de constater en fait simplement que le design est complètement lié à des stratégies politiques, économiques, à des idéologies. Donc, il suit un petit peu les tendances, même pas qu'un petit peu, complètement. Donc, si à un moment donné, il y a des inquiétudes, ça se ressent dans la production d'objets de design. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça se ressent dans la production créative, fatalement, directement. Et là, depuis plusieurs mois, on constate vraiment que c'est complètement bloqué. Et il y a une actualité qui est quand même très intéressante et qui participe un petit peu à cette situation-là. Et je me suis dit, autant l'aborder, mais de le regarder sous l'angle de la création, c'est-à-dire du design, plutôt que de le regarder d'un point de vue purement j'allais dire politique, idéologique ou stratégique. C'est-à-dire se poser la question en tant que créateur, en tant que designer, qu'est-ce que ça implique ? Et vous allez voir, on peut avoir une lecture un petit peu différente de cet événement. Alors vous l'avez vu dans le titre, c'est pas un secret, c'est qu'Elon Musk a racheté Twitter. Voilà, ça s'est passé cette nuit. C'est-à-dire vraiment cette nuit, ça a été accepté, il a acheté, il est arrivé avec un paquet de pognon, il a dit moi j'achète, ce n'est plus une entreprise publique, maintenant ça va être action avec des actionnaires, maintenant ça va être une entreprise privée dont je suis le propriétaire et je vais définir une nouvelle stratégie pour Twitter. Alors là on est sur le site internet de lematin.ma qui est un journal marocain et je trouve que le journaliste a fait un super boulot pour expliquer la chronologie en fait des événements et puis les différents commentaires de différents intervenants, politiciens, cadres supérieurs ou en tout cas de personnes importantes dans Twitter, ce qu'ils expliquent, tiens c'est intéressant, c'est moins intéressant, on est inquiet pour ça, etc. Donc je vous laisse voir cet article, mais ce que je trouve intéressant c'est que le journaliste a fait un très bon travail pour compiler toutes ces informations et ça nous permet de nous faire une idée. C'est très objectif. Mais à côté de ça, on a le Nouvel Observateur, qui n'est pas forcément un journal que j'apprécie particulièrement, mais en tout cas qui donne son avis là-dessus. Et clairement, le parti pris du Nouvel Observateur, mais j'ai regardé aussi Le Monde, etc. Ils ont un peu la même chose, c'est-à-dire il y a un grand parti pris. Ils trouvent ça dangereux. C'est le pire de Twitter. Vous avez qu'à regarder les titres. C'est Elon Musk, ce génie insupportable. Elon Musk, le déni imbécile face au coronavirus. Enfin, les mecs, ils descendent Elon Musk, que je te raconte pas, en disant en substance ce qu'explique, et là on arrive sur l'article de Design Boom qui correspond plus à notre activité, mais en substance qui explique
un petit peu Design Boom dans cet article, c'est que oui, la liberté d'expression que veut réinstaurer Elon Musk, parce qu'on a remarqué depuis 2017-2016, puis les élections où Trump est passé, on a remarqué qu'il y avait vraiment une diminution de la liberté d'expression sur Twitter, c'est-à-dire des comptes qui sont bannis, des sujets qui ne sont absolument qu'on ne peut plus aborder sur cette plateforme. Et c'est vrai qu'Elon Musk est arrivé en disant moi j'ouvre les vannes, liberté d'expression, hein, on y va. Enfin, premier amendement, je crois américain, qui dit en gros voilà. Les gars, liberté d'expression totale. Et puis après, on discute, on commente et on voit. Alors, c'est vrai que justement, certains ont peur que ça devienne toxique sur Twitter. D'accord ? Donc là, on a cet article de Design Boom qui, à mon avis, passe complètement à côté du sujet. Parce que le fait qu'Elon Musk rachète Twitter, alors on peut débattre pendant des heures, et il y en a qui sont... D'ailleurs, il y a des personnes qui sont beaucoup mieux placé que moi pour commenter ça sur le plan politique et idéologique. Hein. J'ai mon avis, mais vous avez plein de vidéos qui parlent que de ça, mais je m'attendais à ce que Design Boom ait un regard un petit peu différent. Or, tous ces articles qu'on a regardés depuis le début parlent justement de certaines innovations que veut apporter Elon Musk sur Twitter, mais qui sont des innovations justement idéologique, hein, liberté d'expression, pouvoir éditer les posts et les tweets qu'on fait. C'est aussi, tiens, si on l'édite, on peut changer ce qu'on a raconté. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est ce qui est expliqué ici. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, c'est que il y a un parti pris qui est moins visible que sur le Nouvel Observateur ou Le Monde, enfin ces espèces de torchons, mais en gros, il y a un parti pris qui est moins affirmé et qui explique les différentes positions de chacun, dont notamment, ce que je trouve très intéressant, Jack Dorsey, qui est l'ancien propriétaire, même le fondateur de Twitter. D'accord ? Alors, Elon Musk, c'est qui ? Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que le mec, c'est pas un newbie, hein, c'est pas un nouveau dans le domaine. Le gars, c'est quand même le gars qui a... Alors, on peut pas dire qu'il soit fondateur, mais quasiment de PayPal, qui a été racheté par eBay, mais qui est de toute façon... Enfin, le mec, on sait qu'il est dedans, quoi. À 12 ans, il avait créé un jeu vidéo qu'il a revendu $500. Donc, je veux dire, le mec, à 12 balais, tu crées un jeu vidéo et tu le revends, c'est que déjà, tu as compris certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais qu'en plus de ça, le mec, il a monté quand même Tesla, SpaceX. Enfin, je veux dire, il envoie des gens dans l'espace avec son matos quand même, le gars. Il a inventé donc Tesla, les voitures électriques. Il a inventé beaucoup de trucs, hein, le gars. Mais on le voit, c'est-à-dire autant il maîtrise le software, mais on sent qu'il a une sensibilité pour le hardware. Alors j'explique entre software et hardware, c'est-à-dire que il a développé des logiciels, des systèmes, hein, de paiement en ligne, etc. Donc c'est ce jeu vidéo, mais aussi PayPal et tout ça. Mais on remarque qu'il a une sensibilité pour l'objet, parce que même dans sa société qui s'appelle The Boring Company, alors là vous avez un petit peu toutes les entreprises qu'il a montées, mais on remarque que voilà, ce qui l'intéresse, c'est de développer Boring Company et tout ça, c'est-à-dire de développer des objets, des produits, donc l'automobile, etc., etc. Ok ? Donc Tesla, qui est quand même maintenant une des marques les plus connues au monde de voitures électriques, ok ? Oh, il a aussi, et ça c'est un article de Design Boom qui est pas très vieux, d'accord, qui remonte, est-ce qu'il y a la date, mais en tout cas qui est pas très vieux, mais en gros qui explique que en 2023 il va lancer la production de ces robots humanoïdes. C'est quand même assez dingue, parce qu'il avait balancé ça dans un événement en disant « Ouais, moi bientôt je vais lancer des robots humanoïdes qui seront des assistants et qui vont accompagner votre quotidien ». Limite flippant l'histoire. J'en avais pas parlé parce que je trouvais que c'était plutôt un projet de com qu'un réel projet qui allait voir le jour. Sauf que dernièrement, il a expliqué qu'il sortirait ce produit en 2023. Alors même si c'est un effet d'annonce, il faut le prendre en compte. D'accord ? Et il a aussi Neuralink, qui est quand même son système très intéressant, mais relativement flippant, de conducteurs dans le cerveau qui permettrait, alors lui a pour but justement
de régler justement les handicaps au niveau de l'audition, de la vue, etc. Et donc de pouvoir corriger par des systèmes électroniques ces handicaps. Donc de retrouver l'audition, de retrouver la vue grâce à ce système-là. Sauf que, évidemment, dès qu'on commence à toucher au cerveau et qu'on commence à y mettre des prises et des interrupteurs, on se dit, on pourrait le brancher là, on pourrait faire ça, on pourrait développer ça. Si on arrive à trouver la zone qui permet du souvenir ou je sais pas quoi, tiens, on pourrait peut-être stocker ces informations. C'est pas si fou que ça, hein, je vous jure. Et puis moi qui étais intéressé par le sujet, j'ai regardé plusieurs vidéos et d'ailleurs plusieurs interviews d'Elon Musk. Et c'est assez intelligent. Alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que si vous avez remarqué, ce que j'ai expliqué depuis le début, c'est-à-dire qu'il est vraiment sur l'hardware. Les voitures, ces robots électroniques, les vaisseaux qui vous envoient dans l'espace. Alors même s'il faut des logiciels pour les faire fonctionner, et c'est vrai que si on regarde par exemple la Tesla, le logiciel de conduite automatisée, etc. est super bien fait, hein. C'est pas du niveau d'un iOS d'Apple ou d'un Android de Google. On est sur quelque chose de plus qui fonctionne très bien, mais de plus basique, de plus orienté, c'est-à-dire vraiment spécialisé dans l'automobile. Donc le fait de racheter Twitter, qui est un réseau social, un des premiers réseaux sociaux du monde, hein, il y a un nombre d'utilisateurs qui est juste phénoménal, on se dit mais qu'est-ce qu'il va en faire ? C'est-à-dire la question qu'on se pose, et c'est justement le sujet de cet épisode de Mes Bricolos, c'est de se dire, mais c'est un move de dingue. Alors je vous explique pourquoi c'est un move de dingue. Parce que le grand cheval de bataille d'Elon Musk, c'est l'intelligence artificielle. Il en a très peur, il s'en inquiète, il dit qu'il faut le limiter, mais il l'utilise dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'un des dénominateurs communs, si vous voulez, entre la Tesla, entre son robot du futur, Neuralink, SpaceX, etc., c'est l'intelligence artificielle. Parce que ce qui te permet de rester dans ta voie, de conduire, de savoir freiner au bon moment pour Tesla, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est le réseau des voitures qui sont connectées ensemble, qui se balancent des informations, donc qui s'améliorent au fur et à mesure. C'est aussi, évidemment... quand on parle de l'humanoïde, on est complètement dans l'intelligence artificielle, j'ai même pas besoin de vous l'expliquer, etc., etc. Mais comment fonctionne l'intelligence artificielle ? C'est qu'elle a besoin de bases de données, elle a besoin d'informations qu'elle traite. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai expliqué par exemple avec l'automobile, c'est qu'elle récupère toutes les informations de toutes les voitures qui sont sur le marché, qui sont en activité, elle les connecte à un serveur et elle compare. Tiens, lui a freiné à tel moment, ça lui a permis d'éviter l'obstacle, etc. Et après, elle renvoie l'information à l'ensemble des véhicules pour améliorer le système. C'est comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. Alors, je vous la fais simple, hein, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Mais quand on achète un réseau social comme Twitter, qui est un des plus grands réseaux dans le monde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une chose déjà, à la base, c'est que vous achetez un produit d'Elon Musk, n'importe lequel, vous savez qu'il est facile de vous connecter, d'activer votre voiture, de vous connecter à votre voiture, à votre futur robot, enfin peu importe, en utilisant Twitter. Parce que Twitter possède vos données personnelles. D'accord ? Quand vous inscrivez à Twitter, je pense que la plupart des gens ici ont un compte Twitter. Moi, j'ai le mien, regardez. En haut, Twitter, @younesdesign.com, abonnez-vous. Mais je veux dire, là-dessus, j'ai quoi, nom, prénom, machin, numéro de téléphone, adresse, j'ai mes informations personnelles. Les gens que je suis, je raconte des choses sur Twitter, je parle de choses, je crée du contenu. Donc il est possible de savoir ce que je fais, où je me déplace, qu'est-ce que j'ai fait. Et ça, avant même d'avoir acheté une Tesla. C'est-à-dire aujourd'hui, tu crées un compte sur Tesla, très bien, quand tu achètes ta voiture. Donc Tesla possède tes données personnelles au moment où tu achètes le véhicule et que tu as créé un compte chez Tesla. Mais si demain, ils synchronisent tout avec Twitter, t'imagines ? C'est-à-dire que moi, mon Twitter, ça fait 10 ans que je l'ai. Donc quand j'arrive et que je vais activer ma Tesla, il aura 10 ans d'historique de données personnelles qui seront directement transmises à la voiture. Donc qui seront transmises à l'intelligence artificielle de tous ces systèmes. Donc je trouve que c'est un move absolument dinguissime sur le plan de son activité.
C'est-à-dire en dehors du fait que, évidemment, on parle que de ça, oui, mais alors la liberté d'expression, où s'arrête la liberté d'expression, lui il veut tout ouvrir, mais les complots, le machin, enfin ils nous prennent la tête avec cette histoire, alors que finalement, c'est pas du tout le sujet. C'est que le mec, il va connecter ce système qui possède vos données personnelles, cette interface utilisateur, ce réseau social, à tous les objets qu'il possède. Et ça va permettre de créer une quantité d'informations qu'il va pouvoir traiter. D'ailleurs, enfin, il va récupérer une quantité d'informations qu'il va pouvoir traiter et qui va améliorer de façon stratosphérique, mais complètement stratosphérique, l'ensemble des produits qu'il propose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, c'est ce que Facebook essayait de faire quand ils ont fait leurs lunettes connectées, quand ils ont essayé de faire pas mal d'objets qui n'ont jamais marché. Les mecs ont essayé de faire des téléphones, des trucs, parce qu'ils se sont dit, on a les données, donc si on arrive à développer des hardware que les gens vont utiliser, on va complètement verrouiller le système, ce qu'a parfaitement compris Apple. C'est-à-dire Apple, ils ont un écosystème qui fonctionne très bien. On est complètement bloqué avec leur téléphone parce que non seulement le hardware fonctionne très bien, mais le software dialogue directement avec le hardware. Donc il y a un écosystème qui fonctionne super bien. Et quand vous avez un compte Apple, ça marche très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est limité à l'environnement Apple. Mais une chose que n'avait absolument pas Tesla, Elon Musk, c'est ça. Et c'est vrai que la vision d'Elon Musk est beaucoup plus ambitieuse que la vision d'Apple. Regardez, ça fait combien de temps? J'ai fait 2 épisodes qui parlaient des rumeurs sur l'Apple Car. Mais on n'a toujours rien vu. Le mec, il est là, il te fait des voitures Tesla, il te fait des robots du futur que je te raconte même pas. Regardez-moi ce truc-là. Vous avez vu ce message? Il va dans tous les sens. Est-ce qu'il va vraiment dans tous les sens? Et c'est là où je vais conclure un petit peu cet épisode, parce que c'est un épisode où, franchement, hein, vous avez vu, hein, j'allume la caméra, je discute avec vous. Hein, à vous de commenter, de donner votre point de vue. Hein, je parle à voix haute, et vous avez vu, il n'y a pas d'édition, il n'y a rien. C'est-à-dire, je peux me tromper, je peux donner un avis sur lequel je reviendrai plus tard en me disant, bah, tiens, j'avais dit ça, mais finalement, je pense ça. Mais c'est un état des lieux à l'heure actuelle. Voilà, je pense que c'est un move super intelligent parce qu'il récupère un des plus grands réseaux sociaux. Donc, il va se servir de ses données personnelles pour alimenter son réseau d'objets connectés et qui vont être interconnectés ensemble grâce à ce réseau social. Et ça va démultiplier l'intelligence artificielle des logiciels qu'il utilise. Ça va démultiplier cette interaction, l'améliorer cette interaction avec les objets qu'il propose. Enfin, c'est phénoménal ce que ça permet de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que après, moi, je délivre ça parce que c'est vraiment, pour moi, le vrai enjeu de Twitter pour Elon Musk, c'est ça, et pas du tout l'inquiétude par rapport à la liberté d'expression qui va trop ouvrir, que machin, etc. Pour moi, c'est là-dessus, c'est-à-dire le move le plus intelligent qu'il a fait, c'est-à-dire c'est vraiment ça, quoi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, hein, laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est surtout ça qui est intéressant, c'est d'avoir votre avis aussi, un petit peu. Hein, eh ben dis donc, j'ai la bouclette folle aujourd'hui, hein, vous avez vu, hein. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà, tout ça, patin coup fin, hein, on en discute ensemble comme on a l'habitude de faire. Donc je vous laisse avec des épisodes de mes bricolos, hein, pour ceux qui ne sont pas abonnés, les copains, mais je vous dis, abonnez-vous, quoi. Vraiment, bon, je vous dis, je sais que je suis pas aidé par les moteurs de recherche, enfin, par Google, par YouTube, les robots de YouTube, ils s'en foutent complètement d'un contenu comme le mien, parce que de là où je le fais, dans la langue dans laquelle je le fais, etc., c'est vraiment pas quelque chose qui est poussé, et je serai jamais dans les tendances YouTube. Donc c'est à vous d'en parler avec vos potes et de dire, ah tiens, regardez, il y a ce mec à la bouclette frisée qui fait des vidéos sympas, on va s'abonner. Puis c'est bien, on commente ensemble, on discute, hein. Franchement, c'est des sujets que je trouve intéressants et j'espère en tout cas que ça vous plaît. Donc je vous laisse avec des vidéos, d'autres vidéos qui s'ouvrent à gauche et à droite, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Slama à tous!